Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Annick Girardin, secrétaire d'État en charge du développement et de la francophonie. Cette invitation s'inscrit dans un cycle de conférences portant sur le droit de l'environnement et plus particulièrement aujourd'hui sur un bilan de la COP21 qui s'est déroulée en décembre dernier et donc avec une conférence portant sur cette mission accomplie ou pas. Madame la Ministre, merci beaucoup de venir parmi nous. Nous sommes extrêmement honorés de vous avoir dans nos locaux. Et j'aurais une première question concernant votre implication dans la COP21. Quel a été votre rôle et voilà, comment s'est organisée cette COP21 et là, ce leadership de la France sur cette réunion internationale qui a regroupé 195 États. Et donc c'était, paraît-il, une première en tout cas sur les enjeux internationaux dans le domaine de l'environnement. Donc quelle a été votre mission particulière dans cette réunion? Alors merci beaucoup de m'avoir invité. Moi je suis très heureuse d'être là, de répondre ici à vos questions, mais au-delà de rencontrer aussi des étudiants. Je crois que c'est important d'aller sur le terrain et d'expliquer le avant COP21 et le après. La France s'est engagée très très vite dans l'organisation de cette conférence. Je vous rappelle que nous sommes présidents de cette conférence que depuis le premier jour de l'ouverture de la COP21 à Paris. Alors qu'on s'était engagé il y a déjà plus de 2 ans, bien sûr avec l'ensemble de notre réseau diplomatique, une concertation, un travail mené par Laurent Fabius, président de la COP21. Et dans ce cadre-là, ma mission, moi, depuis 2 ans, c'était de travailler avec les plus vulnérables. D'avoir cette relation de confiance avec les plus vulnérables. Les plus vulnérables, ce sont les États insulaires, de l'ensemble des mers, qu'on parle du Pacifique, de l'océan Indien ou des Caraïbes, les États insulaires, et puis l'Afrique. L'Afrique qui, comme les États insulaires, sont les premières victimes du dérèglement climatique, sans d'ailleurs jamais avoir pollué, ou très peu en ce qui concerne ces pays. Donc cette relation, ce lien, cette confiance, on l'a tissé à travers les différents déplacements, à travers les questions bien sûr de développement, d'adaptation, de prendre en compte les différentes difficultés, désertification, déforestation, montée des eaux, la réalité de tous ces pays en développement qui sont frappés par le dérèglement climatique. Et puis, c'est aussi de mettre en valeur, les solutions qui sont apportées déjà en Afrique, la mobilisation d'un certain nombre de pays. Et très très vite d'ailleurs, je suis passée de la présentation des difficultés des pays en développement à, par exemple, l'Afrique des solutions. Quand je suis en Éthiopie et je constate qu'on a la plus grande ferme éolienne d'Afrique qui fonctionne, d'ailleurs avec des entreprises françaises, on voit bien que les solutions sont là et qu'elles doivent pouvoir se développer à une échelle beaucoup plus grande. Quand je suis au Niger et qu'on travaille sur la désertification et le retour à l'agriculture en aidant 6 villages à pouvoir à nouveau cultiver leurs terres, on voit bien qu'à travers ça, on tisse des liens, la France soutient des collectivités, les jeunes retournent travailler au village de l'agriculture et on voit qu'il y a des solutions possibles. Donc c'était de dire tous les pays doivent être entendus à la COP21. Pas comme à Copenhague, où certains pays industrialisés avaient décidé pour les autres la manière dont les choses allaient se passer. Non, chacun devait avoir sa voix. Et moi, j'ai fait en sorte que l'Afrique soit entendue. J'ai fait en sorte que les États insulaires soient entendus. J'ai fait en sorte que les États francophones, parce que c'est aussi une force, soient entendus à Paris. D'accord. Et donc, bon, je le rappelle, vous avez été la première élue à Saint-Pierre-et-Miquelon et c'est effectivement en rapport avec votre passé qu'il y a eu cette représentation spécifique des États insulaires et ces thématiques qui sont peut-être parfois un peu éloignées de l'Europe. Bon, sûrement que les quelques pays qui ont des collectivités ultramarines sont concernés, mais donc c'était ce rapprochement particulier qui fait que vous êtes touché plus particulièrement ou pas? Sans doute. Sans doute que le fait de venir d'un outre-mer, de venir d'une île, donc d'être une insulaire, moi aussi, permettait d'échanger avec ces pays et de créer une confiance plus rapidement. Mais au-delà, avec l'ensemble de l'Afrique, je suis quelqu'un qui vient du terrain, quelqu'un qui vient du milieu associatif, avant effectivement d'être un fonctionnaire d'État, et puis ensuite de m'être impliqué dans des collectivités territoriales ou dans le domaine ou notre passion qui est la politique pour changer le monde
monde de demain. Ça a toujours été ce qui m'a animée. Donc cette volonté que j'ai à vouloir répondre aux difficultés du terrain et avec les gens du terrain me vient sans doute de mon expérience d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon. Je défends un certain nombre de valeurs. J'ai souhaité aussi aborder notre relation avec l'Afrique de manière différente. Nous sommes passés d'une coopération avec l'Afrique à aujourd'hui un secrétaire d'État au développement et la solidarité. Ça veut dire autre chose. Ça veut dire qu'on est partenaire. Ça veut dire qu'on cherche le gagnant-gagnant. Ça veut dire qu'on fait avec ou en soutien d'eux et qu'on ne fait pas à la place d'eux. Alors c'est vrai que toute cette façon de penser les choses différemment, sans doute que c'est mon expérience outre-mer qui me permet d'être très à l'aise avec ce discours et sans doute de persuader mes interlocuteurs et de faire en sorte qu'il y ait davantage rapidement de solidarité entre nous. On sent cette valeur. Et à Paris, bien sûr, pendant la négociation, ces liens qui ont été créés pendant 1 an et demi ont permis ce résultat. Parce que la relation, elle était là, parce que c'est plus facile de se dire les choses, c'est plus facile de demander un effort aux uns et aux autres. Vous l'avez dit, mettre 195 pays d'accord, c'est quand même pas si facile. Alors, moi, je vous parle de ce qui m'a été confié comme mission. Au-delà de ça, effectivement, Laurent Fabius, Ségolène Royal et d'autres ministres se sont impliqués dans cette COP21. Et puis, le président de la République lui-même. Et j'ai eu la chance d'accompagner le président de la République dans des États insulaires. Nous sommes allés rencontrer les États insulaires des Caraïbes en Martinique lors d'un sommet. Nous sommes allés aux Philippines sur site pour voir quels étaient les dégâts qui avaient été produits par la catastrophe naturelle qui a frappé les Philippines. Et c'est à ce moment-là, et parce que j'ai conscience de ces difficultés des milieux insulaires, que je propose qu'on mette en place un système CRUISE, qui est un système d'assistance et d'aide, d'alerte aux catastrophes naturelles qui peut permettre effectivement de sauver des vies dans les États insulaires, mais au-delà de faire en sorte que la reconstruction coûte moins cher également. Et dans ce travail, on s'est rendu compte que les 3/4 des pays africains n'avaient même pas de système météo à leur disposition. Quand on parle de résilience, quand on parle d'une agriculture nouvelle, il faut un minimum d'informations pour mettre cette résilience en place. Donc on a très vite, parce que c'est ça la COP21, c'est un accord dont on pourra parler, qui est aujourd'hui contraignant, qui se veut ambitieux, avec des financements, mais c'est aussi des tas de solutions apportées par les États eux-mêmes, apportées par les ONG, apportées par les collectivités, apportées par les entreprises. C'est ce qu'on a appelé l'agenda des solutions. C'est ça la double réponse. Alors vous avez commencé déjà à répondre à la question qui nécessairement est la suivante. Êtes-vous satisfaite du résultat de la COP21, de ce traité de Paris? Alors, à l'issue des quelques heures de conférence que l'on vient d'avoir, sous une approche juridique, en comparant les différents traités et conventions qui avaient été signés, qui ont été signés depuis 20 ans, il semblerait qu'il y ait une certaine frustration, je vous parle sur le plan juridique, du legally binding, de ce juridiquement contraignant. C'est mieux pour une secrétaire d'État à la francophonie en français. C'est une provocation de ce juridiquement contraignant. Et il semblerait que les États aient une marge d'appréciation, en tout cas, que tous les aboutissements ne soient pas complètement atteints et que encore les États soient assez libres. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut mettre 195 pays d'accord. C'est la première fois qu'on arrive à mettre d'accord 195 pays qui s'engagent dans un accord contraignant, ambitieux, un accord, et c'est important, où on parle d'atténuation, mais on parle aussi d'adaptation. Un accord qui est signé à la fois par des pays industrialisés, qui ont pollué cette terre, cette planète, mais aussi des pays en développement, qui tous ont pris leurs responsabilités. Et je crois que c'est important. On peut le voir que sous l'angle juridique seulement. Mais moi, je crois que c'est véritablement le début de quelque chose. C'est une nouvelle dynamique. C'est ça qui est né à Paris. C'est ça qu'on a su faire à Paris. Bien sûr qu'il faut que l'accord soit signé, qu'il soit ratifié d'ailleurs sous peu à New York en mars prochain. Mais il donne malgré tout des obligations. Plusieurs obligations aux États. Par exemple, parlons des contributions.
Certains disent que les contributions ne sont pas au bon niveau parce qu'on n'est pas au 2 degrés ou 1,5, qui est une limite d'ailleurs pour que malheureusement on ne puisse pas, enfin on ne perde pas des États insulaires avec la montée des eaux ou d'autres catastrophes. On n'est pas au 1,5, mais on s'est déjà donné rendez-vous tous les 5 ans pour réévaluer notre ambition. Et la France, par exemple, a dit que dès 2018, elle allait réévaluer son ambition. Et il est clair que personne ne peut redescendre. Ça veut dire qu'on ne fera qu'augmenter, ça veut dire qu'on ne fera qu'améliorer, ça veut dire qu'on polluera de moins en moins, ou du moins on émettra de moins en moins de gaz à effet de serre. Donc c'est une avancée importante. Et cette dynamique, c'est à nous de la faire vivre. Ensuite, il y a un engagement financier. Cet engagement financier, il est précisé. Certains disent, oui, mais enfin, à Copenhague, on avait déjà dit qu'il fallait que les pays industrialisés amènent 100 milliards de dollars par année à partir de 2020. D'abord, ça nous a permis déjà de voir qu'on est au-delà des 80 par année aujourd'hui. Et que d'ici 2020, on va tous être à 100 milliards de dollars par année, enfin, on va globalement être à 100 milliards de dollars par année, et nous avons précisé comment l'État, enfin les États, ou du moins le public et le privé seront à ce rendez-vous. Avec quels outils, avec quels acteurs, et c'était important de pouvoir le préciser. Et là aussi, la France se veut leader en la matière et a déjà montré qu'avant 2020, elle ferait des efforts importants financièrement. Et puis, il y a la transparence. La transparence qui permet, je le crois, au-delà de la contrainte juridique, peut-être insuffisante aujourd'hui, la contrainte juridique, elle existe, mais elle est renforcée par une transparence qui permettra aux citoyens du monde de se saisir aussi de ces avancées, de ces évolutions, de ces ambitions réactualisées. Et je crois, moi, aujourd'hui, à des citoyens qui, de plus en plus, veilleront à ce que leur propre pays suive leurs engagements, mais aussi tous les autres. Parce que là, on a bien quelque chose, pour la première fois, d'universel. Voilà à peu près 3 éléments qui permettent de dire que Paris, c'est un succès. Paris, c'est le début de quelque chose. Ce n'est pas la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose, d'un monde qui va vers les énergies renouvelables, d'un monde qui a compris qu'il devait être plus équitable, plus juste, et qui, là aussi, sur les questions climatiques, se remet en cause. Vous savez, 2015, avec la COP21, qui a été un succès à Paris. Il y a aussi eu New York, juste avant, avec la définition des objectifs de développement durable, où là, on voit que les piliers du développement durable, c'est à la fois l'environnement, l'économie et le social. Et véritablement, au-delà de la COP21, voilà notre chemin. Pour écrire cette histoire, ou pour faire vivre véritablement ce monde de 2030 et 2050, qu'on veut sans carbone et sans pauvreté. Donc du coup, on pourrait presque conclure que sur ces points, que la mission politique est accomplie, que la mission juridique reste encore à confirmer. Elle est toujours à améliorer. Moi, je crois que le vrai défi entre Paris et Marrakech, c'est déjà de mettre en pratique tout ce qu'on a décidé. Je vous l'ai dit, il y a cet accord qu'on a signé, et puis il y a l'agenda des solutions, c'est-à-dire les réponses qu'on peut apporter collectivement, entreprises, ONG, États, collectivités, et ces réponses-là qu'on a construites, et ces engagements-là qu'on a construits à Paris, il faut rapidement que nous puissions les mettre en œuvre. C'est en Afrique, par exemple, de s'impliquer et d'apporter les réponses sur ce qu'on a appelé le projet Lac-Tchad, ou la Grande Muraille Verte, qui nous emmène de l'ouest en est, dans la bande Sahel, en Afrique. C'est le système CRUISE, système d'alerte précoce pour les catastrophes naturelles, qu'il nous faut mettre en place. C'est ça que les citoyens veulent véritablement voir. C'est les réponses aussi concrètes, au-delà de l'accord juridique. Vous savez, je crois que cet accord juridique, c'est les bases de ce nouveau monde. Ce sont les bases de ce nouveau monde. Alors, peut-être on aurait pu aller plus loin, mais en prenant le risque quoi? De perdre quelques pays et de toute façon de paralyser le système? Non, il fallait véritablement là que la réussite soit un socle commun, un socle qui nous emmène vers ce monde plus juste, plus équitable. Et dernière question, est-ce qu'on l'aborde finalement peu, est-ce que l'Union européenne, qui apparaît comme très ambitieuse sur le plan environnemental, a joué un rôle de leadership, ou est-ce que finalement c'est la France qui a mené seule ce leadership ?
Alors, la France, d'abord, a fait en sorte de travailler avec ceux qui portaient déjà la COP 21, puisque la présidence de la COP 20, c'est donc ce qu'on a appelé Lima-Paris, puisque nous n'étions pas les présidents de la COP avant décembre à Paris. Donc déjà, on l'a fait collectivement. Emmener de Lima à Paris cette COP avec tout le programme de concertation que nous avons mené, nous l'avons fait à plusieurs. Ensuite, nous l'avons fait avec l'Europe. La France se veut leader en la matière et Ségolène Royal a porté ce combat pour faire en sorte que l'Europe soit effectivement aussi très impliquée, ambitieux dans cette volonté de lutter contre le dérèglement climatique et d'avoir un accord qui soit ambitieux. Oui, l'Europe a été aussi aux manettes de la négociation, de la concertation européenne pour faire qu'on puisse également peser dans la balance. Mais il faut reconnaître effectivement que sur les 2 semaines à Paris, Laurent Fabius a su utiliser tous les réseaux construits tout au long de ces 2 années, construits par lui, construits avec le soutien de Ségolène Royal, avec le mien, et bien sûr le tout piloté par le président de la République ou emmené par la dynamique qu'a mis le président de la République à souhaiter que ce soit un véritable succès pour effectivement faire en sorte que l'humanité soit sauvée. On dit souvent c'est pour sauver la planète, sauf que la planète elle se porterait bien mieux sans nous et qu'il ne faut pas s'inquiéter, elle saura s'adapter à tout. Par contre, l'humanité avait effectivement un risque de non-survie. Et donc, c'est ça l'enjeu qu'il y avait là. Et c'est vrai que on a pesé fort dans la diplomatie dans les derniers jours, mais toujours avec des réseaux. Toujours avec des réseaux. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, chacun a joué son jeu. L'Europe, chacun a fait en sorte qu'on arrive à ce succès. C'était compliqué, chacun voulait avancer plus vite ou moins vite. On a réussi cette concertation et c'est le résultat, et c'est cet accord, et c'est un véritable succès. Même si, on peut l'avouer, encore 3/4 d'heure, 20 minutes avant, c'était pas gagné. Hein, et c'est une négociation qui est allée jusqu'au bout, jusqu'au moment où effectivement Laurent Fabius fait tomber son marteau, son petit marteau vert qui est rentré dans l'histoire aujourd'hui et qu'on arrive à pouvoir tous se féliciter ensemble de ce succès après plusieurs années de travail ensemble. Très bien. Je vous remercie beaucoup, Madame la Ministre. Merci. Mademoiselles, Mesdames, Messieurs, nous allons clore ce débat et nous vous donnons rendez-vous aux prochaines conférences de la Faculté libre de droit de l'Université catholique de Lille. Merci.